dit dans l'édito que nous parlerons un tout petit peu en fin de parcours du film de ce soir, la ligne générale, à partir d'une séquence donnée, mais qu'ensuite, après la projection, on pourra en parler de façon plus libre et ouverte, et où là, on abordera y compris la dimension historique et idéologique, si vous le souhaitez, mais on continuera aussi à parler d'esthétique et d'analyse de film, y compris parce que la séquence que j'ai choisie a un répondant dans le film à un autre endroit, mais ça, c'est une sorte de teaser, ce sera à vous de chercher quelle est l'autre séquence qui lui répond d'une certaine façon, et vous aurez la réponse en fin de parcours, donc dans 2 heures, quoi. Un peu plus. Voilà. Et donc le principe de ces cours, ce sera vraiment systématiquement, alors là je sais pas, on verra, il y a un petit suspense sur quelle est la durée précise du film que vous allez voir ce soir, parce qu'il y a 2 versions et nous on en a une 3e visiblement. Donc c'est Pathé Gaumont Archives qui nous l'a fournie, et elle n'est ni la version courte d'habitude diffusée, y compris trouvable sur internet qui fait 91 minutes, ni celle d'Arte qui fait 2h10. On est sur une version intermédiaire, donc je vais m'asseoir auprès de vous pour savoir ce qu'on voit, parce que je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Je vois un tout petit peu les plans nouveaux de la version la plus longue, mais cette version intermédiaire, je ne sais pas exactement ce qui n'existe pas dans cette version. Bon, donc chaque fois, en fait, l'intervenant ou l'intervenante, je dis ça parce que le parti pris, c'est aussi de mêler des générations différentes et des sexes et genres différents. Donc l'idée, c'est d'alterner des hommes et des femmes parmi les intervenants, y compris pour renouveler parfois le lot des intervenants réguliers et travailler à la féminisation du champ universitaire et du champ critique, hein, qui est quand même aussi une des priorités importantes. Je dis ça, je suis censé écrire cette nuit un éditorial sur 50-50, le fameux collectif qui vient de faire une grande journée de colloques et de rendre un rapport passionnant sur la question de la féminisation des métiers dans les champs du cinéma. Bon, donc l'enjeu, c'est chaque fois de définir la figure, et donc du coup de la définir par rapport à celle qu'il y avait avant, là ça tombe bien, c'est le premier cours, et celle qui viendra après, et puis ensuite de l'illustrer par quelques extraits hors du film que j'ai choisi, et puis ensuite de venir donc sur le film en question. Donc le gros suspense, ça va être de voir si la vidéo fonctionne, mais il n'y a pas tellement de raisons en fait que ça ne fonctionne pas. Je teste juste comme ça pour voir. Alors vraiment... Alors là, par exemple, c'est pas le bon, mais il n'y a pas tellement de raisons que ça ne marche pas. Là, ça marche, ça. Vous voyez pas? C'est embêtant, quand même. Oui, c'est ça. C'est bien. Il y a écrit PLS, c'est vrai. Ok. Ouais, alors sauf que ce qu'on voit, c'est pas ce que je veux montrer, mais... Ils les a tous pris à la fois, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il y a un bruit de criquet, pareil. Hein. Si, je crois savoir, en fait. Bon, moi j'ai le bon extrait sur mon ordi, vous l'avez pas encore. Je vais commencer par définir la figure et on va voir si... J'ai l'impression qu'il y a par ailleurs un 2e extrait qui court en dessous. D'accord, on va respecter l'ordre. Bon, je vais commencer à définir, et puis dès qu'on pourra voir de l'image, on verra le premier extrait. Donc on commence par le très gros plan, donc on va aller du plus proche au plus large. Je dis ça tout de suite pour qu'on puisse bannir très rapidement cette expression horrible, dont vous allez voir qu'elle est interdite à partir du moment où vous franchissez la porte de la sortie, qui est précisément l'expression de plan large. Ça n'existe pas. Je dis ça y compris en pensant à une célèbre, désormais, émission de France Culture, remarquable, sans doute la meilleure émission de cinéma en ce moment, dont Antoine Guillot, le maître d'œuvre, a choisi l'expression plan large comme titre,
et je l'engueule chaque fois que je le vois, parce que ça crée du trouble et que ça n'est pas une échelle de plan. Bon, on verra ça en fin de parcours, parce qu'il y a deux échelles de plan qui recoupent l'expression plan large, c'est-à-dire le plan d'ensemble et le plan général. Bon, ça c'est la toute fin du semestre, donc on n'y revient pas tout de suite. Je commence vraiment par l'infiniment petit, ou le plus gros pour le coup, dans l'image, c'est-à-dire par la question du très gros plan. Je dis ça parce que très souvent, y compris dans les réponses qui nous ont été faites sur Internet, parce que désormais, je le précise comme ça, avec Victor Courgeon, nous avons mis en place un jeu concours, donc vous pouvez même venir gratuitement pour les prochains cours, à condition de poster l'échelle de plan adéquate et d'avoir le plus de votes parmi les gens qui participent à la vie du site internet du Méliès. Donc vous pouvez déjà préparer vos gros plans, puisqu'il y aura un vote pour savoir quel est le plus beau gros plan. Et donc celui ou celle qui recevra le plus de voix pourra donc gagner 2 invitations pour la prochaine séance. Et donc forcément, sur la question du très gros plan, c'est poser la question, mais au fait, c'est quoi vraiment? Parce qu'on ne l'a pas défini, on demande aux gens de nous poster les extraits. Et en fait, il y a un critère qui permet de distinguer les 2 premières échelles de plan, c'est-à-dire le très gros plan et le gros plan. Ce critère, c'est évidemment qu'il faut que la caméra filme au plus près l'objet filmé, objet avec des guillemets, parce que ça peut évidemment être un sujet, un personnage. Mais le critère qui distingue le très gros plan du gros plan, c'est la logique de la fragmentation. C'est-à-dire que pour procéder à un très gros plan, il faut couper la cohérence de l'objet ou du sujet filmé. Si vous respectez l'intégrité de l'objet que vous filmez, si vous filmez un stylo en entier, si vous filmez un visage en entier, si vous filmez une roue de bicyclette en entier, que sais-je, et encore là ça se discute. Mais en tout cas, un objet autonome en entier, vous n'êtes pas en très gros plan, quelle que soit la taille de cet objet. Donc par exemple, y compris dans l'exemple que nous avons choisi, parmi les illustrations possibles, quand on filme un poil sur une couverture dans mauvais sang, si le poil est entier, on peut considérer que ça n'est pas un très gros plan. C'est quand même dingue, hein. Voilà, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce film-là d'Eisenstein, et quelques autres exemples qu'on va voir maintenant, parce que c'est des exemples qui établissent cette logique de la fragmentation. Et du coup, l'enjeu de ce premier cours, c'est de réfléchir sur les raisons pour lesquelles on peut utiliser cette échelle de plan. Qu'est-ce qui fait qu'on utilise un très gros plan plutôt qu'un gros plan, puisque c'est à peu près l'alternative envisageable. Si je veux filmer de très près, qu'est-ce que je privilégie? Est-ce que je privilégie le très gros plan ou est-ce que je privilégie le gros plan? Je dis ça y compris pour avoir vu un certain nombre de films, y compris sur le portrait humain. Voilà. Quand on veut filmer quelqu'un, quelle est la juste échelle de plan? Évidemment, il n'y a pas de réponse dans l'absolu. C'est-à-dire que ça peut être génial de filmer en très gros plan un visage, mais il faut savoir que si on le filme en très gros plan, donc qu'on ne respecte pas l'intégrité du visage qu'on filme, évidemment, ça produit un effet de curiosité, de déformation, potentiellement de monstruosisation, ça n'existe pas, qui crée... Si, ça existe. Abraham a dit ça existe. Ok, désormais ça existe. Qui crée du coup un effet de distance vis-à-vis du sujet filmé. Donc, vous voyez bien que quand on est au plus près, on crée un effet de distorsion et de distance. Parce qu'on n'est pas habitué, en fait, à voir la personne par le fragment. Et enfin, a fortiori sur un visage. Donc, dans l'échelle du très gros plan, il y a quelque chose d'un tout petit peu monstrueux. Ça existe. Et d'un tout petit peu déréalisant, qui échappe à l'ordinaire du point de vue et de la distance sociale entre les êtres. Sachant que ce très gros plan peut évidemment s'appliquer aussi bien à la personne humaine qu'à l'animal, qu'à l'objet. Et c'est ça qu'on va voir un peu. Et donc je ne sais pas si ça fonctionne, mais j'ai choisi de commencer par un conte, puisque le film dont on va voir un extrait, le tout premier, commence par la célèbre formule d'ouverture des contes de fées, puisque ça commence par « Il était une fois ». C'est un grand classique. Il date de la même année que la ligne générale d'Eisenstein, sauf que les âmes, donc 1929, sauf que les âmes sensibles vont quand même devoir s'abstenir de regarder jusqu'au bout. Je dis ça dure 2 minutes, hein, mais voilà. Et pour ça, il faut que je sache si ça marche. Parce que je ne peux pas le mimer, par contre. Pas cet extrait-là. Bon, je vais en parler un peu quand même avant. C'est l'ouverture d'un film très connu.
de 1929, top 10 des films importants de l'année 1929. Il y a un court-métrage célèbre dans le monde entier, mythique, y compris parce qu'on voit le réalisateur dans le premier plan, qu'on va voir maintenant. Quelqu'un sait? Ouais. C'est donc Un chien andalou de Luis Buñuel. Ouais. Donc oui, c'est l'ouverture d'Un chien andalou. Et pour le coup, c'est un des très gros plans extraordinairement célèbres de l'histoire du cinéma, qui évidemment fonctionne sur le rapport à la monstruosité, à plein d'égards, qui dialogue un tout petit peu pour des raisons diverses avec la ligne générale, mais on en reparlera juste après. Donc voilà, sachez que c'est pour ceux qui n'auraient jamais vu cet extrait, c'est un peu violent, même pour un film de 1929. On regarde, donc vous allez juste pas voir le carton du conte, il y a vraiment un carton juste avant qui est Il était une fois, et donc on bascule dans l'univers du conte, et par contre vous verrez le carton de clôture de cette séquence d'introduction, qui est 8 ans plus tard, et on continue 100 ans plus tard à se demander mais pourquoi 8 ans plus tard? Ce qui est probablement un hommage à Buster Keaton par ailleurs, et là je suis assez sérieux. Il y a un vrai dialogue entre Buñuel et Keaton, notamment sur l'usage comique des cartons, et je pense que celui-là fait partie de cette logique. On regarde, extrait numéro 1, Un chien andalou, sans neige. Alors, le test marchait, hein. Le soulagement quand l'image va apparaître. Je parle du vôtre, hein, Dans la série Je brode, quelle est l'échelle de plan de cette neige, par exemple? Moi, ça me fait penser à une citation de Béla Balázs sur Eisenstein, grand théoricien hongrois, qui, pour réfléchir sur ce que c'était qu'une échelle de plan, disait, à propos de la ligne générale, à ma connaissance, il disait, mais les plans sur la Terre sont toujours des gros plans. Et en fait, dans la ligne générale, évidemment, il y a des plans comme ça qui paraissent extrêmement larges, mais comme le motif est totalement uniforme, en fait, oui, on peut affirmer que c'est un gros plan sur la Terre. Ce qui raconte une chose quand même, en attendant d'avoir de l'image, c'est que quand il n'y a pas de figure humaine, on ne sait pas quelle est l'échelle de plan, en fait. La mesure de toute chose, mais des échelles de plan en cinéma, c'est la présence de l'homme, ou d'une sorte de métaphore de l'homme. Voilà, le corps de l'animal devient comme ça une espèce de correspondant de la présence de l'homme. Donc toutes les échelles de plan intermédiaires en particulier vont être fondées sur le découpage du corps. Ah! Et on a même Il était une fois. Merci Eric. Il ne reste plus qu'à voir si on a du son, parce que quand même c'est important. Mais quand bien même on s'en passerait, on parle d'échelle de plan. C'est parti. C'est parti, oui, c'est parti, mais où? Très court métrage. Juste le carton. C'est un très court métrage. Oui, c'est très très court, oui. C'est donc un très gros plan sur un carton. Mais on voit bien toutes les deux. Ah, je peux, là, pour broder, aborder une question. Parce que... Ah, bah j'ai plus de micro. Oui, ça doit être ça l'explication.
Ça vous laisse le temps de réfléchir à cette grande question théorique, qui est la différence entre un très gros plan et un insert. Tout le monde sait ça, non? Non. Ouais. Je te donnerais bien le micro, mais il marche pas. Ah si, il marche. Tu interdis à tes étudiants l'usage du mot insert. Tu as un plan de coupe. C'est ça. Tu n'as pas tort, parce qu'il fait l'objet d'une espèce de quiproquo, y compris entre l'anglais et le français. Le insert anglais et le insert français. Et donc, si je peux développer 2 secondes, parce que mine de rien, c'est une question importante. Tant que je veux, c'est vrai. C'est gentil, ça. Un insert, parfois on se dit que tout très gros plan doit être un insert. Eh ben, vous aurez la solution après l'extrait. Non, mais tout à l'heure, on a déjà eu ça, il n'y a pas eu de suite. Ah, merci. Merci, Eric. Oui, c'est Buñuel. C'est fini. Vous pouvez ouvrir les yeux. Ouais, ça tombe bien. Bon, c'est un vrai très gros plan. C'est un des premiers très gros plans très connus de l'histoire du cinéma, y compris parce qu'un tout petit peu traumatisant, en effet. Et bon, en plus, il est c'est un peu monstrueux, mais il est aussi très mystérieux. Qu'est-ce que ça raconte? Pourquoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce geste de cinéaste? Et pour moi, ça a à voir avec la spécificité du très gros plan. Pour plein de raisons. En fait, c'est une sorte de définition possible du très gros plan. La première, c'est que, évidemment, et là je rassure les âmes sensibles, ça n'est pas l'œil de cette femme qui a été coupé. Elle n'a pas fini borgne, enfin, aucune femme n'a été maltraitée pendant le temps du tournage. Donc on le voit, enfin, on le sait par ailleurs, c'est un œil de bœuf. C'est aussi ça le lien avec la ligne générale de la même année 1929. Et ce que ça raconte, c'est que pour procéder au très gros plan, en fait, on fragmente tellement qu'on peut substituer. En fait, ça peut être le corps d'un autre. Parce que l'une des fonctions du très gros plan, ça va être de déréaliser, de décontextualiser, et du coup de supprimer le référent. On ne voit plus qu'un œil, et finalement, dans la logique de l'extrait, ça raccorde. Et donc, les premiers spectateurs, nous on est un tout petit peu plus avertis, se sont dit, c'est dingue, il a quand même pas fait ça. Non, il a quand même pas fait ça. Donc on déréalise, on rend monstrueux, parce que qui a déjà vu un œil à cette proximité-là? Enfin, voilà, il y a quelque chose d'inhabituel et d'incongru, d'inconfortable, qui précède même la coupure et l'œil éventré. Et puis évidemment, il y a la dimension poétique du rapprochement surréaliste avec le nuage qui traverse la lune et qui suscite le geste mimétique du réalisateur avec la lame du rasoir. Donc il y a à la fois de la monstruosité, mais il y a en même temps vraiment une réflexion sur ce que c'est qu'un geste de cinéaste. Là aussi, par la métaphore, par la poésie. Et le premier geste d'un réalisateur, c'est de découper. Et le découpage, du coup, bah oui, ça devient évidemment une question d'échelle de plan. Quand on découpe une séquence, on choisit les cadrages, les échelles de plan, les points de vue, la hauteur de la caméra, les champs contre champs. Voilà, c'est ça le découpage. Et donc, d'une certaine façon, ce que fait Buñuel, qui se met en scène lui-même, quand même, dans son film, dans son premier film, c'est une espèce de jeu métaphorique sur ce que c'est que le travail du cinéaste, de découper le réel, à partir d'un outil qui s'appelle ici la lame de rasoir, mais évidemment qui devient la métaphore trop concrète de la caméra, qui, elle, découpe le réel, découpe le champ.
jusqu'à le rendre étrange, monstrueux, etc. Et il y a un certain nombre d'éléments dans le plan précédent déjà qui racontent cette question du découpage, y compris le surcadrage auquel procède la vitre, la porte vitrée qui est derrière lui, qui va créer autant de petits carrés qui sont des petites découpes possibles du réel. Je dis ça, ces carrés s'opposant à la figure circulaire de la lune et à la lunule de l'ongle, jeu de mots qui peut permettre d'enchaîner de l'un à l'autre, mais je ne suis pas le premier à trouver cette idée de liaison par le verbe, qui est un des jeux possibles dans l'enchaînement des plans, d'un chien en delle. Voilà, donc ce premier geste, pour moi, là, assez inaugural, il raconte quelque chose de la des spécificités du très gros plan, il déréalise, il rend monstrueux en raison d'une présence trop forte, trop grande, trop oppressante, et du coup ici, il met en abîme ce geste qui consiste à découper le réel, geste ici opéré par un cinéaste. Quitte à chercher des exemples comme ça, un peu emblématiques de l'histoire du très gros plan au cinéma, je me suis dit qu'on ne pouvait pas couper une séquence qui a été citée d'ailleurs dans le petit jeu concours sur Internet, et qui est assez lointaine en termes de distance, 1966, Le bon, la brute et le truand de Sergio Leone. On regarde. Allez. Deuxième extrait, Sergio Leone, Le bon, la brute et le truand. C'est le bon son. Ça me faut baisser un petit peu, Eric. Merci. Je baisse encore un peu parce que ça grésille, la qualité n'est pas terrible. Voilà. Donc vous noterez qu'en fin de parcours, la tombe a été sculptée à la bonne taille. Elle est faite pour accueillir ce corps et que donc du coup, elle est aussi une sorte de métaphore de la découpe. Parce qu'on creuse dans le sol une espèce de cadre qui a à voir avec le geste de cadrer et qui reçoit exactement la taille du corps humain qu'elle attendait. Et que du coup, elle est une échelle de plan, cette tombe, qui a un nom vraiment précis, qui s'appelle le plan moyen. C'est-à-dire un plan taillé pour accueillir le corps humain dans son entier.
Et je dis ça parce que, évidemment, tout ce qui précède est une espèce de jeu avec le langage cinématographique pour alterner les plans, qui travaille précisément sur l'une des caractéristiques du très gros plan, c'est-à-dire la déconnexion par rapport à la spatialité de la scène. Alors, je n'ai pris que la deuxième moitié de la scène, elle est beaucoup plus longue que ça, hein. Et avant, on a des repères spatiaux. Et on met en scène le caractère à la fois monumental, en cirque, cette scène de théâtre, sur lequel se joue ce duel à trois. Mais dans cette partie-là de l'extrait, l'enjeu, ça va être de nous perdre entièrement sur qui est où, qui est qui, et de faire en sorte de distribuer l'espace pour créer de plus en plus une frontalité. Vous avez vu qu'à la fin, ils finissent par regarder dans la caméra, ça s'appelle un regard caméra, alors qu'on voit bien qu'ils sont pas en face les uns des autres, qu'ils n'ont pas bougé le corps. Donc la frontalité du regard caméra correspond au rétrécissement de l'échelle de plan, qui finit par imposer le très gros plan sur les yeux, après être passé par une échelle de plan rapproché, poitrine, puis de plan, de gros plan, et parfois déjà de très gros plans sur le visage lui-même, où on coupe simplement le haut du crâne et le menton. Donc une des logiques, c'est évidemment de créer une tension de plus en plus grande jusqu'à un point de rupture, en fait. Ce point de rupture, c'est évidemment le déclenchement de la détonation, c'est-à-dire le premier qui tire. Et puis, est-ce que le premier qui tire sera le premier qui vainc? Parce que s'il ne vainc pas, il est vaincu. Enfin, c'est à peu près ça. Donc là, pour moi, il y a deux enjeux différents. Il y a à la fois la capacité qu'a le très gros plan de déstructurer l'espace, de nous faire perdre nos repères, ce qui fait qu'on retrouve ici les repères que quand on les reprend en plan d'ensemble et qu'on voit tous les trois distribués sur le cercle. Et il y a cette capacité à incarner un point de rupture, parce qu'au-delà du très gros plan, on ne voit plus rien, quoi. Donc il y a un jeu sur la limite même du filmique. Et un certain nombre de cinéastes vont travailler là-dessus, sur ce qu'on peut voir ou ne pas voir. Et là, j'avais dit que je ne la passais pas, mais j'ai quand même envie de vous montrer une autre scène extrêmement connue qui utilise le très gros plan, chez un certain Alfred Hitchcock, dans Psychose. Je l'avais supprimé, mais en fait, on va la rétablir. Alors faites bien attention à quand il utilise le très gros plan, y compris à pourquoi du coup, et qu'est-ce qu'il évite, qu'est-ce qu'il contourne, comment on filme le corps, avec une problématique particulière quand même, qui est comment on filme le corps nu, en 1960. Regardons. Psychose. Là, on peut remonter le son, il est bien meilleur. Merci.
Ah, là, on peut faire une pause et ce sera l'extrait suivant, Eric. Alors, en fait, l'enjeu de ces extraits, c'était aussi de créer des résonances internes entre les extraits eux-mêmes. On a ouvert sur un œil de femme, c'est le cas de le dire. Enfin, on a ouvert un œil de femme, même. Au passage, on ne s'était pas vraiment interrogé sur le sens de cette ouverture de film par Buñuel, mais en fait, un grand cinéaste français auquel on a rendu hommage il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire Jean Vigo, a écrit un texte critique sur Un chien andalou pour en célébrer le génie. Et en fait, il a dit quelque chose d'extraordinairement simple et incroyablement juste. C'est que l'ouverture d'un chien andalou, c'est une invitation à ouvrir les yeux. Ça s'appelle une syllèpse même. C'est-à-dire qu'il y a un sens abstrait, qui est celui d'habitude qu'on met en scène pour dire au spectateur voilà, ouvrez bien les yeux. Et puis il y a un sens très concret, trop concret, qui est le geste accompli par Buñuel. Et en fait, tout cinéaste essaye de faire ça, de faire en sorte que le spectateur ouvre les yeux autrement, regarde le monde autrement, lave son regard. Je pense à ça, y compris par rapport à cet écho avec la scène de la douche. Alors la question de réactiver son regard, de regarder autrement, d'inventer un autre regard, elle est évidemment aussi au cœur du film d'Hitchcock, de Psychose, pour plein de raisons. Il y a un film qui bouscule des tas de règles, y compris cette règle fameuse de faire mourir son héroïne au bout d'un quart d'heure de film. Mais dans cette scène que je ne vais pas commenter plan par plan, d'autres l'ont fait, et puis c'est une scène tellement géniale qu'elle est inépuisable, elle nous prendrait 3 heures. J'insiste sur 2-3 dimensions. La première, c'est que donc il y a quelques très gros plans, le plus connu étant le plan sur la bouche de Janet Leigh qui hurle. L'autre plan en partie flou, c'est sur la main qui va tirer le rideau et qui donc ne trouve pas où se raccrocher au réel, puisque le réel lui glisse entre les mains, le rideau s'effondre et son corps juste derrière. Et puis il y a le très gros plan sur l'œil à la fin, qui lui n'est pas fendu mais est ouvert et mort, qui fait le lien avec la figure du siphon. Ça s'appelle un siphon? Non, le siphon c'est en dessous, non? La bonde. Du siphon. La bonde. La bonde. La bonde. De la bonde. Oui. James. Non, c'est la bonde, c'est pour fermer, dit-on. Alors là, il y a un débat de spécialistes. Je propose qu'on diffère cette discussion à 23h12. Le joint sérieux. Mais voilà. Bon, donc ces 3 moments sont des moments de très gros plans, mais entre ces moments-là, il y a des gros plans, il y a un découpage extraordinairement sophistiqué qui a été analysé plein de fois. Ce qui m'intéresse ici, c'est que, d'une part, ce très gros plan a à voir avec la question du regard et de la question de l'approche de l'autre. L'autre, en l'occurrence, c'est l'assassin, mais c'est aussi la caméra. Jusqu'où on s'approche de l'autre et jusqu'où on le regarde, y compris parce qu'évidemment, ce regard est interdit. C'est quand même une femme en train de se doucher, et cette séquence a été précédée par une scène de voyeurisme où le personnage levait un tableau, comme par hasard Suzanne et les vieillards, qui mettaient en abîme la question du viol et du voyeurisme des vieux personnages masculins. Donc la question du regard et de la juste distance à l'autre, mais la question de l'interdit est aussi au cœur de cette scène et au cœur de l'usage du très gros plan. Ça se pose, y compris avec certains échos sur la ligne générale, y compris parce que franchement, dans la ligne générale, quand vous allez voir la scène de l'écrémeuse, qui est extraordinairement connue, vous allez peut-être penser à Psychose. Enfin maintenant, oui, vous allez penser à Psychose. Parce que c'est comme si Hitchcock proposait une relecture de cette scène-là, mais sur un versant tragique, bien que l'une des dimensions communes de ces 2 scènes soit la question de l'érotisme. Présente ici, sur comment filmer un corps nu, qu'est-ce qu'on a le droit de montrer ou pas, et donc jusqu'où on va dans le découpage du corps. Et évidemment, il y a 2 interdits avec lesquels toutes les échelles de plan ici jouent. Il y a l'interdit de montrer la nudité frontalement. Qu'est-ce qu'on va voir ou pas du corps de Janet Leigh ou de sa doublure, parce qu'il y a quelques plans qui ont été accomplis avec la doublure, je crois pas dans cette scène, mais quand on tire le corps après. Et puis il y a un deuxième interdit, évidemment, qui est la question de la violence. On ne verra jamais, contrairement à ce qu'ont cru d'ailleurs certains membres de la commission de censure, le couteau pénétrer dans la chair de la femme. Mais c'est le découpage, pour le coup, là, vraiment, est tellement dense, tellement strident, lui aussi, à l'instar de la musique, que finalement, on croit parfois voir cette scène d'horreur que de tas de films ultérieurs nous auront montré. Et donc, c'est précisément comment on approche du corps, comment on joue avec cette frontière-là, cet interdit de représentation, la nudité et certaines parties du corps qu'on ne peut pas montrer, mais aussi l'horreur de l'agression meurtrière,
avec lesquels joue le découpage technique d'Alfred Hitchcock et l'usage du très gros plan. Bon, par parenthèse, je citais l'érotisme comme un élément commun de cette scène de Psychose et la ligne générale. Le début de cette séquence ici est incroyablement érotique. Vous avez vu qu'elle se débarrasse des petits comptes qu'elle vient de faire sur une feuille de papier, parce qu'elle s'apprête à rendre l'argent, donc elle est lavée du péché de vol qu'elle vient d'accomplir, avec une petite déduction pour une voiture, mais 3 fois rien, quoi. Et donc, du coup, elle peut être absolument sereine et offerte à la purification qu'offre cette douche, purification qui a à voir avec une figure de l'extase, ça beaucoup d'observateurs et d'analystes l'ont vu, et cette extase, c'est précisément aussi ce que va filmer clairement Eisenstein dans la scène de l'écrémeuse de la ligne générale, mais on en parlera sans doute à l'issue de la projection, parce que vous allez voir le film le plus érotique d'Eisenstein, il faut quand même le savoir. Vous êtes préparés à ça. Le film l'est incroyablement, enfin, de façon dingue, poétique, parfois drôle, tellement il pousse le bouchon loin, si j'ose dire. Bon. 4e extrait, c'est un extrait moins connu et que je dois à une des auditrices, je crois, à Françoise, si elle est dans la salle. Je ne connaissais pas ce film de Carlos Saura qui s'appelle La Chasse, et qui est en fait un très très bel exemple de l'usage du très gros plan. J'avais monté plusieurs extraits, mais on va en voir un qui est le premier, tous les quarts d'heure, il y en a un en fait. Donc la 15e minute, il y a une séquence entière qui travaille sur le très gros plan, et vous allez voir qu'on retrouve certaines des caractéristiques déjà énoncées, puis ça déplace un tout petit peu l'enjeu. Y compris parce que là, les très gros plans sont centralement centrés sur des objets. La Chasse de Carlos Saura. ¡Qué bárbaro! Podrías avisar, Luis. Vaya puntería. ¿Dónde has aprendido a tirar así? ¿Por qué no haces otra gracia? A ver. Cuidado que quema. Vaya arma. No me digas que vas a cazar con eso. Claro que sí. Y matará más que nosotros. No sé cómo le queda pulso aún. Por allí viene alguien. Alors, ce qui m'intéresse dans cette scène, c'est d'abord le fait que le très gros plan soit dévolu à ces objets, donc de préparation des armes pour la chasse. Et là, il est au service de la technicité. Et donc, on va filmer un par un les gestes à accomplir pour pouvoir faire en sorte que l'arme soit prête et que les hommes soient prêts à les utiliser. Et il y a une espèce de rythmique dans le montage de ces très gros plans qui montre cette technicité, cette maîtrise de l'objet qui, du coup, nous incline à penser que c'est des professionnels de la chasse qui savent très 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 bien faire ça, qui maîtrisent leur objet, c'est le cas de le dire, et que donc tout devrait bien se passer. Sauf que juste derrière cet enchaînement de très gros plans, la question de la valorisation de la technicité est en commune avec certains des très gros plans de la ligne générale, sauf que juste derrière, quand on raccorde sur le groupe entier, on découvre un truc juste dingue, c'est que, de façon tout à fait fugitive pour le moment, on n'est qu'à la 15e minute du film, ils sont en train de se braquer les uns les autres. Et donc il y a un fusil qui est clairement dans la direction de l'ami, et donc cette chasse au lapin, puisque c'est ça l'enjeu, est en train immédiatement de tourner
à la chasse à l'homme. Et en fait, que se passe-t-il après, quand on donne le fusil au dernier arrivé, et qu'on a cette incroyable panoramique au moment où lui est en train de viser pour chercher vers quel objet il pourrait tirer, après l'expérience de la plante, là, eh bien on bascule en plan subjectif sur son regard, et là on est dans l'œil du viseur, et on découvre un être humain qui est visé par la carabine. Autrement dit, de l'extrême technicité initiale, avec un enchaînement des plans au cordeau qui laisse à penser une maîtrise absolue, on bascule sur la mise en scène évidemment presciente, préfigurative, d'une guerre des hommes les uns contre les autres, qui aboutit en réalité à une chasse à l'homme. Et ce qui m'intéresse dans ce tout dernier plan, dans l'œil du viseur, c'est deux choses. D'abord, on retrouve cette question que le très gros plan est très souvent associé, notamment dans ce film, La Chasse, avec des instruments du regard, des jumelles, une loupe, ici un viseur de fusil. Et donc on va très souvent utiliser le subterfuge de ces instruments pour regarder mieux et de plus près, pour pouvoir introduire la figure du très gros plan. Sauf qu'ici, c'est fait à l'envers. C'est-à-dire qu'on utilise l'œil du viseur pour filmer, vous l'avez vu, un personnage, et là on l'aborde, l'échelle de plan la plus large, en plan général. Et donc là, il y a une espèce d'inversion, c'est-à-dire que l'instrument du voir ne permet pas de voir de plus près, il permet au contraire de miniaturiser le corps humain, et évidemment ça a du sens. Parce que tirer sur un homme en gros plan, c'est extrêmement difficile. Mais tirer sur un homme en plan général, c'est presque comme tirer sur un lapin. En fait, on les verra, les lapins, dans ce paysage-là, et ils occupent la même taille dans l'image que l'homme qui surgit et qui vient les alerter. Et d'ailleurs, cette métaphore de l'homme animalisé est entièrement filée par le film, puisqu'il devient le double de son furet, qui est l'animal de chasse pour faire sortir les lapins. Scène incroyable dans un souterrain d'ailleurs, entre un lapin et un... Enfin, là aussi, les âmes sensibles, il faut s'abstenir, il ne faut pas regarder ça. Je vous déconseille la chasse en fait. Mais c'est un très beau film, hein, pareil. Voilà, et donc l'instrument du voir est utilisé à rebours de l'attente pour miniaturiser le corps humain et donc du coup le déshumaniser et autoriser qu'il serve de cible. Voilà, donc cette technicité-là, du coup, se retourne contre les personnages. Oui, ils maîtrisent l'outil, mais en fait, ce qu'ils maîtrisent évidemment pas, c'est leurs sentiments, c'est leurs pulsions, c'est leur histoire, c'est leurs projections, leurs fantasmes. Et c'est évidemment tout ça qui va ressurgir et qui va créer les conditions d'une chasse interne au groupe, d'une guerre intestine. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Bon, dernier extrait, c'est donc l'extrait du film de ce soir, La Ligne Générale. Alors, il y avait plein d'options possibles là aussi. J'aurais pu aller sur le versant technique et comment Eisenstein filme la machine, en écho à cette scène de la chasse. Mais j'ai préféré montrer ma séquence préférée. Voilà. Juste pour des questions de goût déjà, parce que je la trouve incroyable. Elle est peu traitée parce qu'elle est très binaire en apparence. Parce que vous allez voir qu'elle est lourdement idéologique. En fait, je ne vous dis rien avant, pour que vous la découvriez pleinement, et je ferai la même chose avec le film entier qu'on commentera après sa projection. Donc je ne vous dis rien avant. On a vu avant l'extrême pauvreté de la paysannerie russe traditionnelle, et on vient de rencontrer ce personnage qui s'appelle Marfa, joué par Marfa, il l'a vraiment trouvé dans un sauf-cause, et il l'a élu comme personnage principal. C'est mine de rien un événement à l'échelle du cinéma d'Eisenstein, puisque ses 3 premiers longs métrages sont consacrés à des foules et refusent l'individualisation. Là, tout à coup, on voit une figure apparaître, et en l'occurrence une figure féminine, c'est pas complètement innocent, et c'est pas complètement un hasard. Ils se sont même, à un moment, dit qu'ils allaient finir et sortir le film le 8 mars, parce qu'ils avaient conscience de célébrer une figure féminine emblématique qui racontait quelque chose sur le courage et la puissance des femmes. Fin de la parenthèse. Marfa, son portrait, et puis du coup sa demande, quoi. C'est parti. Donc, La Ligne Générale, premier extrait.
Mais le raccord avec le personnage en tout petit, c'est comme chez Clara Saura, elle est au fond là-bas. Fourmi, quoi. Alors, il faut que vous me donniez l'heure pour que je décide du mode d'action qui suit. Quelle heure il est? Ah, je vais faire une synthèse, je crois. On va juste mettre
le tout début de ce même extrait, Eric, si tu veux bien, en arrêt sur image. Puis je vais commenter le reste. Alors, donc c'est une séquence très idéologique, oui. Le film l'est. C'est un vrai film de propagande. Après, on peut interroger ce qu'il raconte, tout ça, d'autant que, on verra tout à l'heure, entre le moment où Eisenstein écrit le scénario et commence à le tourner, 1926, et le moment où il l'achève, où il montre, à l'automne 29, là on est passé de Lénine à Staline et les demandes ne sont plus les mêmes, donc la ligne générale a changé. Au point qu'on lui a imposé de changer le titre du film, parce qu'il n'y avait plus de ligne générale, en tout cas c'était pas la même. Donc le film s'est appelé L'Ancien et le Nouveau. On en reparlera tout à l'heure. Alors, il faut aller jusqu'au plan où Marfa sort de chez elle. Pardon, j'étais pas clair. Alors, c'est une scène géniale, et en même temps, elle est effectivement très très binaire. C'est Marfa face au Kulak et à sa femme. Le cinéma d'Eisenstein est fondamentalement fondé sur le conflit, à tout point de vue. Je ne développe pas, et tout à l'heure, je ne ferai pas non plus un cours sur les différentes figures de montage. C'est Eisenstein, c'est trop compliqué, puis c'est pas l'enjeu. Mais tout doit faire conflit, parce que dans le monde, tout fait conflit, et que c'est par le conflit qu'on aboutit éventuellement à la naissance d'une utopie, puisque le film va retracer ça, la question de la naissance d'une utopie, qui s'appelle le socialisme, en l'occurrence. Ici, évidemment, ce qui va contraster, c'est les conditions de vie de la pauvre paysanne, Marfa, et les conditions d'existence du Kulak. Bon. Mais, plutôt que de s'arrêter sur le sens général et sur les figures créées par Eisenstein, il faut vraiment regarder dans le détail comment c'est mis en scène, parce que c'est prodigieux. Et donc, dès qu'on regarde le film de loin, oui, on le résume à des types qui s'affrontent, des types, y compris parfois des stéréotypes qui s'affrontent. Et Eisenstein va penser les personnages comme des types. Vous verrez que dans le film, par exemple, les Kulaks resteront comme ça, très à distance. Ils ont une grande importance dans une autre scène, ce même couple. Mais il y a guère que Marfa, dans les contours, soit un tout petit peu plus dessiné. Alors, ouais, c'est pas loin de là. Mais là, elle est déjà chez eux, là. Alors, on va la prendre juste avant, quand elle sort de chez elle. Ouais, là, elle est déjà chez eux. Encore avant? Encore avant. Juste avant. Voilà, stop. Stop, stop, stop. Ouais, stop, tu peux t'arrêter là. Elle sort de chez elle. On est en plan de demi-ensemble, à distance. On l'a vu pas mal, hein. Il y a quelques plans qui lui sont consacrés, assise dans sa cour, impuissante, les mains l'une sur l'autre. Et ce qui nous frappe d'emblée, en dehors de sa tenue et de ses pieds nus, sur lequel on va revenir juste après, c'est la roue qui est au centre. D'ailleurs, elle nous frappe d'autant plus que dans le plan d'avant, elle n'est pas là. Enfin, donc elle apparaît, disparaît, dans des faux raccords dont se contrefout Eisenstein. Je dis ça par rapport à l'obsession contemporaine de la justesse, des jeux sur YouTube, quoi, pour repérer des erreurs, tout ça. Allez-y, perdez votre vie à chercher des erreurs chez Eisenstein. Il y en a partout, comme chez tous les grands cinéastes, et ça n'a à peu près aucun intérêt. Bon, si ce n'est celui de développer le sens de l'observation, ce qui n'est peut-être pas si mal. Bon, mais ce qui est frappant dans cette roue-là, à laquelle elle est associée par sa figure centrale, c'est que cette roue est totalement brisée. Et comme tout le reste, en fait, on peut laisser courir. En fait, ce que tu peux faire, c'est peut-être couper le son, et pendant... Ouais, on va faire cet exercice, c'est rigolo. Voilà, ça déroule, et du coup, je choperai des trucs au fur et à mesure. Je pense qu'on peut le faire comme ça. Jusqu'au moment où le Kulak s'endort, on peut faire comme ça. Donc la roue est brisée, et la porte qu'elle referme est entièrement ajourée, ce qui évidemment est un témoignage de sa pauvreté. Et évidemment, quand en un plan décadré sur ses pieds nus qui frappent le sol, elle fait la transition vers l'univers du monde riche du Kulak, il y a une espèce de choc, et le premier choc, c'est évidemment le surgissement des très gros plans. Et là, on peut faire une petite pause, parce que je vais commenter ça. Parce que, dans l'univers du Kulak, une des choses frappantes, c'est que la figure circulaire, elle, est complète. On la voit sur la porte, face à elle. Donc, dans son dos, il y avait sa roue brisée. Face à elle, il y a le cercle complet. Du coup, il faut filmer autrement, parce qu'il faut filmer l'inscription du corps dans le décor et confronter à la question du décor. Mais avant ce plan-là, qui est de nouveau un plan de demi-ensemble, il y a eu précisément ces plans qu'on pourrait qualifier d'inserts. Je n'ai pas tout à l'heure expliqué ce que c'est, mais je peux le faire maintenant. Mais qui sont en fait des très gros plans. Alors pourquoi ça peut être l'un et l'autre? Parce qu'en fait, un insert, ça n'est pas une échelle de plan, c'est une figure de montage. Et c'est une figure de montage qui sert, attention à la définition, qui sert à fournir au spectateur des éléments de compréhension, des éléments indispensables à sa compréhension. Donc d'habitude, un insert, ça sert par exemple
quand vous avez une bombe et qu'il faut savoir combien de temps il reste avant qu'elle pète, on va faire un insert en gros plan ou en très gros plan sur le chiffre, et on va voir le compte à rebours et on aura très 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 peur. Tout ça, y compris chez Hitchcock. On va faire un insert sur un titre de journal, parce qu'il est très important de voir qu'en fait, le type est suspecté, et que donc, aussi on trouve ça chez Hitchcock dans les 39 marches, on va voir que le type est suspecté, donc il faut faire très très attention, parce que quelqu'un va peut-être le reconnaître. Voilà, donc là on fait un insert en gros plan ou en très gros plan. Donc on inclut un plan, qu'on parfois on appelle de coupe, qui est une espèce de rupture dans l'échelle des plans pour introduire une information nécessaire à la compréhension du spectateur. Ici, c'est ça aussi d'une certaine façon. On va introduire une série de 5 ou 6 plans où on va détailler la façade, sauf qu'en fait, en termes d'information au spectateur, ce qu'on voit, c'est l'extrême diversité de cette décoration. C'est un peu limite comme information donnée au spectateur. Et pourtant, Eisenstein choisit de les démultiplier. Et évidemment, cette démultiplication des très gros plans, elle va être porteuse d'un discours qui va se donner à comprendre à contre-temps lorsqu'on verra apparaître le Kulak. Continuons la séquence. Deuxième phase, quand elle entre dans la ferme du Kulak, la caractéristique, ça va être évidemment qu'elle n'est pas accueillie par un être humain, et pour cause, il dort, mais par des animaux. Donc on leur consacre un gros plan, là, aux chiens, à hauteur de chien, et puis ensuite, on va leur consacrer une série de plans où ils seront non plus le seul personnage du cadre, mais des personnages d'avant-plan, comme ce bouc, pose. Évidemment, ce qui frappe ici, c'est la disproportion des corps. Le bouc à l'avant-plan, qui est dans une espèce de figure de gros plan intégré, mais qui relègue au second plan et en miniature le corps de Marfa. Elle est écrasée par la puissance du bouc, qui évidemment dit à la fois la richesse des propriétaires terriens, mais aussi l'animalisation de ce monde, puisque, en l'occurrence, on va le voir, cette question de l'animal et de la frontière entre l'animal et l'humain va se poser juste derrière. Au passage, il n'y a pas que le bouc, il y a aussi tous les instruments dont elle est privée dans sa propre ferme et qui l'empêchent d'exploiter correctement la terre. Continuons. Cette disproportion des corps, qui joue du coup sur l'échelle de plan et sur la distance de la caméra, deuxième plan consacré à l'animal après le chien tout à l'heure, est reconduite, stop, avec le bœuf, qui, une fois de plus, écrase dans la perspective le corps de Marfa, tandis qu'on entrevoit pour la première fois dans la profondeur de champ le corps du Kulak, qui est encore assez indistinct dans la partie gauche de l'image. Donc il y a vraiment un jeu pour créer un effet de gros plan à l'intérieur d'un plan d'ensemble, ce qui est une marque extraordinairement singulière du cinéma d'Eisenstein, qu'un certain Hitchcock, d'ailleurs, reproduira d'une certaine façon dans certains de ses films. Continuons. Cette miniaturisation du corps, donc troisième plan sur l'animal seul, en résonance avec les précédents, stop, et là on croit que les animaux sont seuls, sauf qu'ils ne l'accueillent pas, ils ne sont pas de face, ils nous tournent le dos, et en fait on va se rendre compte qu'ils sont en amorce d'un plan où elle surgit de nouveau, on peut laisser un tout petit peu dérouler, parce qu'elle va se retrouver comme une lilliputienne sur le dos du cheval, ce qui évidemment participe à ce rapport de force perdant pour la figure humaine par rapport à cet univers animal. Stop. On a un gros plan sur le Kulak qui correspond à la série des 3 plans consacrés au corps en entier du chien, en l'occurrence. Les autres étaient plus morcelés, mais le plan moyen sur le chien trouve son correspondant ici, dans le corps du Kulak, qui est évidemment filmé alité, inerte et rond, dans tous les sens du terme d'ailleurs probablement, parce que voit très vite. Mais rond aussi parce que si vous dessinez les formes du plan, vous avez un grand arc de cercle et qu'il est filmé comme une boule de graisse. Tant bien, c'est ça le sujet ensuite. Continuons. Et donc de même que les animaux ont écrasé la figure de Marfa, de même, on va voir une invention absolument extraordinaire dans la façon stop de l'écraser, d'abord par la plongée, c'est la position de la caméra qui écrase le personnage et qui la secondarise, sachant qu'elle a du mal à interpeller l'homme à qui elle est venue rendre visite, puisqu'il est en train de dormir. Continuons. Et le plan le plus stupéfiant de cette scène arrive juste derrière, en raccord de mouvement, stop. Le personnage se lève, de façon évidemment difficile, compte tenu de son poids, et on raccorde, à côté du corps du Kulak, Marfa est floue, donc après avoir miniaturisé son corps, on la relègue au second plan par le flou, et aussitôt après, Eric, tu peux y aller, on l'écrase physiquement, stop, en la faisant disparaître entièrement de l'image.
avec là aussi une caméra qui est trop proche du sujet, qui quasiment obstrue entièrement la vision, ce qui est une des façons d'introduire la figure qui viendra juste derrière, c'est-à-dire le très gros plan. Continuons. Stop. Et donc, l'obstruement, le fait d'obstruer le plan, nécessite, conditionne le fait de devoir contourner le corps de cet homme trop massif, mais c'est comme si on ne pouvait pas prendre de distance, et du coup, on est collé à sa chair, et en l'occurrence à sa graisse, là, et on va du coup, par une série de très gros plans, contourner le visage de l'homme pour enfin lui faire face, mais même la vision faciale sera évidemment un tout petit peu monstrueuse. Continuons. Stop. Alors la monstruosité, c'est aussi le regard caméra très très frontal. Voilà, on est trop près, quoi. Et on est trop près parce que il est lui-même choqué de cette espèce d'audace de la paysanne qui vient le réveiller. C'est comme ça que ça raconte. Alors que lui, il est en plein travail, le travail des rêves, quoi, qui est très important dans le film, par ailleurs. Bon, la logique d'enchaînement des très gros plans ici, c'est vraiment une logique de contournement, comme si la caméra avait du mal à prendre du champ et à pouvoir s'échapper de l'emprise physique imposée par le poids de cet homme et de la place qu'il occupe dans l'image. Continuons. On s'éloigne un tout petit peu, et du coup, en s'éloignant, stop, on va mettre en place un champ contre champ entre le visage de l'homme et son vis-à-vis, c'est-à-dire Marfa. Et là, idée de génie, évidemment, on ne filme pas son visage à elle, on filme ses mains. En gros plan, elles sont jointes, et évidemment, elles racontent deux choses à la fois, avec une espèce de densité de sens extraordinaire qui nous donne à relire toute la scène. Cette densité de sens, c'est que le geste qu'on voit à l'image en gros plan, c'est à la fois un geste de supplique, de prière, mais de prière laïque. Je dis ça parce que dans le film, il y a aussi la question de la satire du religieux. Une supplique, quoi. Et évidemment, ce qu'on filme, c'est aussi ses outils de travail. Et donc, il y a une espèce de concentration du sens dans les plans qui sont consacrés à Marfa, qui va être appuyée, si j'ose dire, par le fait qu'on ne verra que ça d'elle. Eisenstein reviendra par 3 fois à ce même plan sur les mains, alors qu'il a démultiplié les plans sur le corps inutile et graisseux du Kulak. Et là, ce qui se joue, c'est rien de moins que l'économie du langage cinématographique. Ce que met en scène Eisenstein, c'est qu'il filme le corps du Kulak exactement comme il a filmé la maison. Il a démultiplié les très gros plans sur la façade pour montrer tout ce qui ne sert à rien. Et à contrario de ce qui ne sert à rien, non, dans le même sens que ce qui ne sert à rien sur la façade, il y a évidemment tout ce qui ne sert à rien sur le corps. Je suis bien placé pour en parler. Et donc il y a un surplus graisseux qui ne sert à rien, je vous jure. Et donc on va s'attarder là-dessus pour montrer, à contrario, la sécheresse du corps de Marfa et ses mains productives par définition quand lui est condamné à l'improduction. Donc évidemment que c'est un choc idéologique et qu'il y a un parti pris d'Eisenstein pour la figure de la pauvre paysanne, à contrario du Kulak qui est un profiteur de la situation. Et pour le coup, ça correspond à la ligne générale édictée par le 14e congrès du Parti communiste qui est à l'origine du film. L'une des origines du film. Mais ici, ce qui est absolument remarquable, c'est que du coup, ce qui se donne à lire, c'est quelque chose qui a à voir avec la logique même du cinéma, et avec la logique de ce film. C'est que quand on veut montrer quelque chose qui a un sens très très dense, on va lui consacrer le minimum d'espace et être extraordinairement signifiant. Voilà. Et on va être dans une espèce de densité du geste, du plan, du cadrage et du sens. Alors que, quand on veut montrer quelque chose d'inutile, de superflu, qui nous égare, qui nous perd, qui n'est pas au cœur de la vie et des problèmes de ces gens, en l'occurrence la paysannerie russe, et bien là on va se perdre, on va écraser l'essentiel, le diminuer, le différer. Et Eisenstein va être dans cette économie-là, c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait plusieurs versions, parce que parfois les versions elles sabrent ce qui diffère justement, ce qui ralentit. Or, dans ce film-là, comme dans toute l'esthétique d'Eisenstein, il y a un plaisir du ralentissement. Vous allez le voir, je vais donner une partie de la réponse à la question que j'ai posée tout à l'heure, mais il y a une scène qui se passe en ville,
auprès de l'administration. Et il y a des scènes géniales entièrement fondées sur la perte de temps, où vraiment on se dit non, c'est pas possible, ça peut pas être aussi lent. Puis après on se rappelle que dans la vraie vie on vit ça tout le temps. Donc le film a un truc très contemporain sur ce que c'est que la bureaucratie par ailleurs. Voilà. Et évidemment que cette poétique-là est mise en place par le film sur un système de contraste, l'extraordinaire densité du geste accompli en gros plan par Marfa, à contrario de l'inutilité graisseuse du corps et de la gestuelle du personnage. Et on laisse un tout petit peu défiler encore Eric pour voir apparaître le personnage féminin. Ça va évidemment être le double du personnage masculin, c'est le même en femme. Une des différences, mais qui la rapproche du décor extérieur de la maison, ça va être le port de bijoux. Alors parenthèse, il va jouer en écho à la main avec la forme ronde que ne possède pas la femme par le biais du visage arrondi de l'homme, du kulak, et de la louche gigantesque qu'il va ingurgiter, en écho d'ailleurs au récipient qui lui-même est monstrueux. Voilà, donc la louche va venir s'inscrire et redoubler le double menton sur lequel on est revenu longuement par les très gros plans. Et donc la particularité du corps de la femme, c'est qu'elle va être affublée de nombreux bijoux qu'elle réajuste aussitôt et qui sont évidemment l'équivalent pour l'humain des fioritures du décor de la maison vues en extérieur par les très gros plans. Et là aussi, la forme ronde domine, notamment par le bracelet. On peut arrêter là. Voilà, donc le très gros plan ici, il rentre dans une espèce de système de sens qui permet aussi d'avoir un point de vue subjectif, un regard à la fois esthétique, politique, idéologique sur le corps qu'on filme pour le rendre monstrueux. Et en fait, j'arrive pas à le dire ça, cette monstruosité du corps, disons ça comme ça, elle a pour moi un référent. Et là, il faut regarder juste, et on finit là-dessus, la ligne générale, deuxième extrait, qui doit s'appeler « Vache ». Parce que dans les détails du décor, d'une scène ultérieure de la ligne générale, on voit apparaître un panneau qui, pour moi, est une des explications de l'usage du très gros plan dans le film. Voilà, on peut laisser défiler, on va le voir apparaître dans le plan d'après. Ça ne va pas vous révéler grand-chose, il n'y a pas de problème. Là, stop. On le voit encore mieux dans le plan suivant, mais on va le laisser dérouler juste après. Là, à droite des gens qui se ruent sur Marfa, il y a donc le corps d'une vache avec le nom des différentes parties de viande qui composent ce corps. Et en fait, c'est comment découper un corps, quoi. On revient à la question de la découpe. Aussi bien celle de l'œil que celle d'autres parties du corps. Et en fait, ce que fait Eisenstein avec le cadrage dans le très gros plan, c'est qu'il animalise le corps humain, qui devient du coup totalement l'équivalent des animaux de ferme qu'on a vus précédemment, le cheval, la vache, etc. Et que du coup, en découpant par le très gros plan, il fait comme un boucher, quoi, en créant vraiment un jeu d'association entre le corps humain et l'animal. Et vous allez voir qu'un des enjeux du film, ça va être de travailler sur ce conflit entre l'animal et l'humain, qui peut-être peut être résolu. De même, je divulgue des éléments comme ça, que le film va essayer d'articuler la confrontation entre l'homme et la machine, qui peut-être résolue. C'est un teaser. Bonne projection. Nous allons voir la ligne générale d'Eisenstein, 1929, début du scénario. 1926, je vous expliquerai un tout petit peu ce que ça change. Merci de votre attention et à tout à l'heure pour commenter le film dans son ensemble.